On est super heureuse de vous retrouver, ce soir pour ce grand lancement, de la rentrée littéraire. Et donc voilà, on va vous présenter tout ça avec, les 3 autrices cette année, mais également, Alice qui est directrice digitale et aussi Alexandra qui est peut-être votre, relation, libraire préférée. Donc moi, je m'appelle Constance Beccaria. J'ai repris la maison l'Iconoclaste il y a 2 ans avec, ma sœur, Alba Beccaria. Et quand on a repris, la maison, on s'était fait une promesse, que l'Iconoclaste serait cette maison, littéraire, artisanale, joyeuse et indépendante, et surtout avec cette volonté de garder ce programme resserré, seulement 20 livres par an, 3 livres à la rentrée littéraire et un seul premier roman. Et voilà, nos souhaits sont exaucés avec cette super belle rentrée qui arrive. On a la chance et la joie d'accueillir, 2 autrices dont on suit, le talent, le travail depuis longtemps, Léonore Desrécondos et Gaëlle Nohan, qui suivent leur éditrice, Juliette Josse, qui a rejoint la maison en janvier dernier. Et comme chaque année, on va vous faire découvrir notre premier roman, notre voix surprenante, étonnante, qu'on recherche pendant 1 an. Et cette année, c'est Mathilda Di Matteo. Voilà, on dit souvent avec, Alba, avec qui je dirige la maison, qu'on passe, nos vies à chercher les quelques livres qui vont, marquer nos existences. Et ces 3-là, par leur fougue, leur beauté, leur poésie, ont certainement marqué les nôtres. Donc on espère, que vous allez pouvoir les lire prochainement et surtout d'abord, place au texte, place aux autrices et bonne soirée ce soir. Et je vais vous laisser en compagnie d'une petite vidéo qui va vous présenter, Gaëlle Nohan et son nouveau roman avant d'entendre, Gaëlle qui va arriver, juste après. Née à Paris en 1973, aujourd'hui installée à Lyon, Gaëlle Nohan explore les brèches de la mémoire en passionnée d'histoire, avec la sensibilité d'une grande écrivaine. C'est Jeanne Eyre de Charlotte Brontë qui déclenche sa passion pour la littérature. Je me suis dit que je voulais faire ça moi aussi, écrire des histoires qui transporteraient les gens. C'est la promesse la plus importante que je me suis faite. Elle a 8 ans, pas de plan B. Après des études de lettres, elle publie en 2007 L'encre des rêves, un premier succès, suivi de La part des flammes, au cœur de l'incendie du bazar de la Charité, une tragédie bien réelle portée par des femmes puissantes. Rendre justice aux femmes oubliées est au cœur de son engagement littéraire. Après Légende d'un dormeur éveillé, puis La femme révélée, elle publie Le bureau d'éclaircissement des destins, dans lequel on suit une archiviste qui œuvre à restituer les objets des déportés à leurs familles. Le roman bouleverse lecteurs et libraires. Gaëlle Nohan interroge la mémoire et la transmission. Pour elle, il faut regarder le passé en face. Ça nous aide à lutter aujourd'hui contre nos aveuglements, contre notre indifférence, notre manière de nous habituer à l'inhumain qui est à nos portes. Ça donne beaucoup d'espoir. Et des munitions pour comprendre aujourd'hui. Dans L'homme sous l'orage, elle rend visite à son arrière-grand-mère et à la demeure familiale aujourd'hui abandonnée. À l'ancrage dans le réel s'ajoute comme toujours une recherche documentaire méticuleuse pour nourrir les personnages et écrire au plus près de la vérité. Nous voilà donc en 1917, dans un huis clos entre un peintre soldat, une mère, sa fille, et la vie à l'arrière pendant la guerre. Elle tisse une fiction à plusieurs voix qui donne à voir la complexité des êtres et des relations qu'ils entretiennent. Des chapitres courts, denses, portés par une langue précise et sensible pour dire juste ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, et éclairer le présent. Gaëlle Nohan ne réécrit pas l'histoire, elle en déplie les marges, avec une obstination tranquille et une grande générosité. Même lorsqu'elle évoque les camps, un incendie ou la guerre, c'est toujours la vie qu'elle raconte. Ce qui résiste, ce qui reste, ce qui nous aide à avancer. Comme le dit Joyce Carol Oates, à qui Gaëlle Nohan voue une grande admiration, nous n'en avons jamais fini avec le suspense de nos vies. Bonsoir Gaëlle. Merci d'être avec nous. Alors, l'idée de ce roman, L'homme sous l'orage, commence avec un lieu. Alors, peux-tu nous dire quel est ce lieu et qu'est-ce qu'il représente pour toi? Oui, alors bonsoir à tous. Ce lieu est un domaine viticole qui appartenait à mon arrière-grand-mère, qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin de la frontière espagnole. Et dans ce domaine, il y avait un petit château, aujourd'hui à l'abandon, enfin plus ou moins abandonné, et où j'ai passé mes vacances jusqu'à mes 14 ans. Et dans ce château, il y a encore un tableau, un grand tableau qui occupe un mur entier et où sont représentés des membres de ma famille, dont mon arrière-grand-mère, jeune femme, et j'ai
toujours été fascinée par ce tableau parce elle apparaissait très différente de la vieille dame, sage que je connaissais. Et voilà, c'était un tableau qui avait été peint, par un peintre roumain que ma famille avait hébergé pendant la Grande Guerre. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai déformé cette histoire. Et donc il y a 1 an, j'y ai repensé et dans ma mémoire d'enfant, c'était mon arrière-grand-mère jeune fille qui avait caché un peintre déserteur dans ce château. Et j'ai trouvé que cette histoire était beaucoup mieux que la vraie. Et je me suis dit, après tout, finalement, c'est déjà une fiction. Donc, étant donné que moi j'aime écrire des fictions, pourquoi je ne raconterais pas cette histoire-là, celle de mon enfance, celle que j'ai transformée. Voilà, c'est le point de départ et donc j'ai imaginé cette histoire comme un huis clos en 1917, voilà, dans cet endroit, ce château qu'on voit en photo et où vivent, une femme qui s'appelle Isor avec sa fille, le mari et le fils d'Isor sont au front et un soir, un peintre, déserteur qui connaît la maîtresse de maison frappe à la porte. Il demande asile et il va être, très, très mal reçu, très froidement parce que la maîtresse de maison est très, elle est choquée, que qu'il lui demande ça, en fait, de cacher un déserteur. Et quelques heures plus tard, la jeune fille, Rosalie, va, avoir pitié de cet homme et elle va commettre ce qu'on appellerait aujourd'hui un délit de solidarité. Elle va décider de cacher cet homme au grenier. Donc c'est vraiment un huis clos avec une bombe à retardement cachée au grenier et je l'ai construit avec, plusieurs points de vue. Il y en a 4 et il y en a un que je ne dévoilerai pas. Je préfère vous laisser la surprise. Et il y a 3 autres points de vue et ce qui m'intéressait, c'était que l'histoire, le suspense progresse, d'un point de vue à l'autre et que, il aide à enfin, qu'à chaque fois on avance un peu plus dans l'histoire à travers, l'approche d'un personnage, ses sentiments, ses ambiguïtés, sa complexité. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus, les protagonistes de ce roman? Bien sûr. Alors, les protagonistes, il y a Rosalie donc, qui est inspirée en quelque sorte par mon arrière-grand-mère, enfin ce que je sais d'elle et puis j'ai quand même créé vraiment un personnage à partir d'elle. Donc elle a 19 ans, Rosalie, elle sort d'une pension religieuse, qui l'a culpabilisée pour une vie entière. Elle n'a rien vécu, elle ne sait pas qui elle n'a jamais aimé personne et en fait, cette décision de cacher cet homme est sa première décision libre dans sa vie, mais c'est aussi un geste complètement fou pour une jeune fille de «bonne famille» entre guillemets et il va falloir qu'elle se hisse à la hauteur de son geste, il va falloir qu'elle, puise beaucoup de courage en elle-même et qu'elle apprenne, enfin qu'elle découvre qui elle est en quelque sorte, de quoi elle est faite, quel genre de jeune femme elle peut devenir et qu'elle grandisse pour se hisser à la hauteur de son geste. Donc le roman pour elle est initiatique. Ensuite, il y a sa mère, Isor, qui est inspirée par mon arrière-arrière-grand-mère, qui, pendant la Grande Guerre, a, appris le métier de la vigne, puisqu'elle a été obligée de prendre la direction du domaine viticole, puisque son mari et son fils étaient au front. Et c'était un métier, très, très macho, très difficile et je sais qu'elle s'en est très bien sortie. On me l'a toujours dit et donc j'ai imaginé, ce que ça avait eu comme, conséquence sur elle, ce que ça avait changé, y compris dans son rapport à son corps, à sa vision du monde, l'autorité qu'elle y avait puisée et en fait une forme d'autonomie, d'assurance nouvelle. Donc Isor, c'est une mère qui n'est vraiment pas commode. C'est aussi un peu un dragon, mais elle a aussi des failles et en réalité, moi, j'ai adoré, me mettre dans ses pas de cette femme-là. J'ai trouvé finalement beaucoup de points communs, enfin, en tout cas, j'ai pas eu de mal à me mettre dans sa peau et on va dire, pour parler, comme aujourd'hui, elle a une, énorme charge mentale, Isor et moi, ça m'a vraiment, permis d'être en empathie avec elle et enfin, il y a l'homme sous l'orage, qui s'appelle Théodore et qui est donc peintre et soldat et déserteur
et qui se retrouve caché dans ce grenier qui n'est plus la guerre, mais qui n'est pas encore la paix, comme un entre-deux, un peu suspendu. Et dans cet endroit, qui est un refuge, mais aussi un peu une prison en quelque sorte, parce qu'il ne peut pas bouger de là et il doit se faire tout petit et rester silencieux. Finalement, il a beaucoup de temps pour se demander ce qu'il reste de lui, ce que la guerre a laissé de lui intact, de son humanité, de son art, de voilà, de l'homme qu'il était, du peintre qu'il était. De On découvre aussi ce que la guerre fait à un corps, ce qu'elle fait à la psyché. Et puis, moi, je me suis demandé, avec Théodore, est-ce que l'art était quelque chose qui aidait à survivre et à quel prix? Et qu'est-ce qu'il reste de l'art dans la guerre? Voilà, donc toutes ces questions, sont au cœur de ce personnage, hein, et la peinture joue un rôle très important dans l'histoire et dans les relations entre les personnages. Mais, je ne sais pas, tu as une autre Oui, question? non, mais si tu Vas-y. voulais terminer, mais Oui, alors j'avais juste un petit truc à dire, à moins que tu aies une question. Non? C'est bon? j'ai une dernière petite question. Vas-y. Non, mais comme on l'a vu dans la vidéo de présentation, tu as connu plusieurs beaux succès en librairie avec tes précédents livres. Et en quoi tu dirais que ce roman-ci se différencie des précédents? C'est une très bonne question. Alors d'une part, parce qu'il y a une part d'intimité aussi, d'intimité familiale, et d'intimité tout court dans ce texte. Parce que cet endroit, ce domaine, ce château, pour moi, c'est un paradis perdu, perdu il y a très longtemps, parce que j'avais 14 ans quand je l'ai perdu, et un endroit où je me suis sentie absolument libre, et je me demande si c'est pas la seule fois de ma vie où je me suis sentie absolument libre et où j'ai vécu là-bas comme une petite sauvageonne pendant des étés entiers. Et c'est des souvenirs extraordinaires, de vie dans la nature, de vie dehors, les bêtes, vraiment les plantes, les bruits, et tout ça, en fait, toutes ces émotions, je m'en suis servie, évidemment dans ce livre. Et puis c'est un lieu qui me relie à ma famille et aussi à toutes les femmes de ma famille, y compris celles que je n'ai pas connues. Et j'ai ouvert un dialogue intérieur avec chacune d'elles à travers ce livre. Et donc pour moi, il y avait une émotion, particulière, là-dedans. Et puis c'est aussi un huis clos, et moi j'avais jamais écrit de huis clos. Et donc je l'ai voulu à la fois, intense, tendu et charnel. Je l'ai voulu au plus près des personnages, de leur perception, je voulais on écoute battre leur pouls, qu'on soit avec eux dans leurs contradictions, et qu'on s'attache à chacun d'eux. Donc enfin moi je me suis attachée à chacun en tout cas. Voilà, et j'espère que vous aurez plaisir à le découvrir. Oui, et je te confirme qu'on s'attache à chacun d'eux au fil du récit et qu'on ressent aussi toutes ces émotions. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci. Merci. Alors maintenant, vous allez découvrir notre premier roman signé Matilda Di Matteo. Chez Matilda Di Matteo, les mots sont là depuis l'enfance. Impossible pour sa mère de l'emmener faire des courses à Marseille, sauf à lui parler du rayon livre de l'hypermarché. Elle passe de Ratus à Marc Lévy, de Marc Lévy à Mary Higgins Clark, et puis c'est la rencontre avec la littérature plus classique, grâce à un ami de la famille. Adolescente, elle se lance dans l'écriture et cherche dans la fiction un refuge et un nouvel horizon. Côté littérature, Matilda a su bien s'entourer. D'abord Malraux et Kundera pour comprendre l'insoutenable légèreté de l'existence, puis Duras, 3 fois Duras, pour la musicalité. L'amant relu 1000 fois. Aujourd'hui, elle aime l'acuité et le sens du détail de Nicolas Mathieu. Et surtout, Sally Rooney, Maria Pourchet ou Lola Lafont, pour l'écriture sensible, la lucidité incarnée et la féminité indocile. Fidèle à ses 30 ans, Matilda Di Matteo passe des heures à regarder des séries et à se nourrir de leurs dialogues ciselés. Ce qui l'anime, l'intime, les corps, les relations, l'héritage. En 2021, elle remporte le concours de nouvelles de Libération. Une plage, des corps et un texte qui annonce son futur roman. Le voici, La Bonne Mère. Elle y fait vivre avec force et tendresse des héroïnes imparfaites. La figure ultime, la cagole. Comme dans les photos de Manel Kleta ou de Kathleen Maxwell qui l'inspirent, Matilda Di Matteo veut montrer la flamboyance et la vulnérabilité. Elle raconte une féminité qui dérange parce qu'elle ne s'excuse de rien. Une revanche des invisibles en talons compensés. C'est aussi le récit d'une relation intense entre une mère et sa fille et le passage à l'âge adulte. Comment partir sans trahir ?
Peut-on s'émanciper sans abandonner? Les questions de santé mentale et de violences faites aux femmes sont également au cœur de ses préoccupations. Non comme des thèmes littéraires, mais comme des réalités vécues qu'il faut nommer pour les dénouer. Mathilda Di Matteo écrit pour recoudre, pour réparer, pour poser des mots là où il y a des failles, et transmettre une certaine idée de la joie. Son roman est à la fois lumineux, drôle, subtil et grave. Il a la chaleur d'un été à Marseille, avec toujours un petit vent qui se lève. On ne serait pas étonné que ce soit celui de la liberté. Ton premier roman repose sur 2 personnages féminins forts. Est-ce que tu peux nous présenter, ces 2 voix, nous en parler et nous dire ce qui les rapproche et ce qui les oppose? Disons qu'au début, j'avais qu'une seule voix en tête. C'était celle d'une jeune femme qui, comme moi, quelques années avant, hem, arrive à Paris, découvre la ville, mais elle peine à trouver sa place. Elle croit avoir réussi à fuir pour finalement réaliser qu'elle est en train de reproduire un schéma familial. Je pataugeais complètement. Et puis un jour, j'étais à Marseille et j'ai entendu Véro. C'était la voix d'une cagole géniale que, j'avais commencé à esquisser dans une nouvelle, sans vraiment aboutir. C'était la voix d'une mère, aussi d'une fille qui l'a fui. Et là, elle se présentait à moi presque pour combler les manques de mon texte. C'est comme ça que j'ai fini par écrire ce roman, qui mêle le bagou d'une mère flamboyante au monologue intérieur angoissé de sa fille. Et donc, comme tu le disais, ce sont 2 femmes qui n'ont rien à voir dans leur féminité, leur apparence, mais aussi leur rapport à leur corps, au monde, leurs imaginaires, leurs rêves et leur voix, vraiment la langue du texte. Donc tout en apparence les oppose et pourtant, l'une à Paris, l'autre à Marseille, elles sont toutes les 2 engluées, dans des relations violentes avec des hommes. Donc ce duo mère-fille hyper polarisé, ce qui m'a permis de faire en fait, c'était d'explorer le sujet qui m'obsédait et qui est comment, quand on a grandi aux premières loges d'une relation violente, on reproduit malgré soi le lot intime de toutes celles qui ont précédé. Donc on parle de violence. J'ai essayé de l'amener doucement au rythme du déni puisqu'on a 2 jeux. Et nos jeux, ce ne sont pas du tout des victimes parfaites. Ça, c'était très important pour moi. D'un côté, on a la mère, qui a un cœur énorme et qui est assez drôle, mais qui est aussi envahissante, hem, impudique et parfois assez dure. De l'autre, sa fille qui a une extrême sensibilité et de l'amour à revendre, mais qui est aussi anxieuse, dépressive et parfois assez ingrate. Donc elles sont pas faciles à vivre, ces 2 héroïnes. Et en face, on a des hommes qui ne sont pas des monstres, mais qui sont violents quand même. Et d'un côté, c'est, celui que Véro appelle le napolitain, donc son mari, le père de Clara, une sorte de facho maco marseillais, on s'y attendrait presque. Et de l'autre, celui qu'elle appelle le girafon, le copain de sa fille, qui est un fils de, espèce d'idéal bourgeois du gendre, tout propre sur lui. Et pourtant, les 2 se ressemblent parce que ça arrive dans tous les milieux et ça se reproduit de génération en génération. Et donc c'est cette généalogie de la violence, avec toutes les nuances aussi que les personnages peuvent apporter à la notion de victime et aussi de coupable dans les violences, que je voulais apporter au sujet. Et la question de, en fait, comment on brise cette généalogie, comment on s'en sort, quoi. Merci et dans ce roman, il est aussi beaucoup question de, la vie à Paris après avoir grandi, en province. Une expérience qui est vécue, de manière assez douloureuse par ton personnage, comme tu disais. Comment, as-tu abordé cette question dans le roman? Donc Clara, la fille de Véro, elle a un parcours assez similaire au mien. De monarque hégémonique dans un foyer marseillais de classe moyenne, bercé par les cigales et les séries télévisées, à la capitale, en grande impostrice traquée par la dépression. Avec elle, il y a la question du transfuge, mais du transfuge culturel. En fait, quand on arrive à Paris, peu importe d'où on vient, pas seulement de Marseille, tant que c'est pas Paris, on fait face à un gouffre culturel qu'on se sent tout à fait incapable de combler. Et quand on rentre à la maison,
On ressent de la honte, en fait, vis-à-vis de ceux qui nous ont tout donné, mais qui font des fautes de français et qui regardent des films mal doublés. Clara, dans le roman, elle appelle ça son étirement identitaire et vraiment étirement parce que c'est presque physique comme sentiment. Et cet étirement identitaire, il va être, exacerbé, par une relation amoureuse qu'elle entame avec Raphaël. Hem Et l'histoire, elle commence d'ailleurs quand Clara, elle rentre à Marseille pour le présenter à ses parents. Et ce garçon qui n'a rien à voir, que la mère est au premier regard, ce qui va en fait, déclencher, dans l'histoire, ça permet effectivement de traiter du sujet de la généalogie de la violence, mais aussi de violence de classe en fait. Parce qu'il a un regard, avec énormément de mépris social, un regard de dominant en fait sur la ville, et sur ces femmes. Ces femmes, elles prennent, énormément de place dans le roman, c'est les femmes de Marseille, donc notamment avec le personnage de la mère, mais aussi toute sa bande de copines. Donc Véro, c'est une cagole. La cagole, c'est, la féminité exacerbée, motif léopard et talons aiguilles, une sorte de mascotte marseillaise, qui se fond un peu dans le paysage maintenant. Dans mon enfance, c'était une insulte. J'ai un souvenir hyper clair de, ma mère, ma tante, assises sur un canapé chez ma grand-mère qui se moquaient de leur belle-sœur qui, pour elle, était l'incarnation même de la cagole. Et moi, j'étais à côté et je rigolais aussi, en fait, je me moquais. Puis un jour, je suis arrivée à Paris et c'était moi qu'on appelait la cagole, parce que j'étais une femme, j'étais de Marseille, alors pourquoi pas? Et c'est là que j'ai compris qu'on est toute la cagole de quelqu'un. Et encore plus tard, je pense, une fois que je m'étais bien, camouflée, que j'avais gommé mon accent et que plus personne, ne me traitait de cagole, je pense que c'est là, grâce à des lectures féministes, que j'ai commencé à sincèrement admirer ces femmes dont moi-même j'avais pu me moquer. Hem, Parce qu'en fait, cagole, c'est une insulte parce que c'est une transgression. C'est à la fois la féminité, hyper assumée, et exacerbée et c'est aussi, emprunté au code de la masculinité en étant hyper libre dans l'espace public et parfois dans son langage brutal, presque violente. On n'est pas censé faire les 2. Et puis c'est une féminité populaire et donc on la dénonce. Hem, moi j'étais à Paris, Marseille me manquait beaucoup, donc j'ai énormément lu sur ces femmes que j'ai commencé à vraiment très sincèrement admirer et dans tous les textes que je lisais, même les plus élogieux, je trouvais qu'il manquait, quelque chose. En fait, les cagoles, elles n'existaient jamais vraiment, pour elles-mêmes. Ce sont des icônes sans intériorité, d'une certaine façon. Et moi, ce que j'ai voulu, c'était leur donner la parole, et plus spécifiquement les traits d'une femme, ayant enfanté dans les années 90, leur faire ainsi une toute petite place en littérature. Et dans ce roman, tu as choisi une construction avec des points de vue alternés, de chapitre en chapitre, entre le point de vue de la mère et le point de vue de la fille. Comment t'es venue, cette idée de construction? Bah, il s'est plus imposé à moi qu'autre chose, en fait. Ce que je disais au début, c'est que j'avais le point de vue de la fille, je l'écrivais, et à ce moment-là, j'étais à Marseille avec ma mère, donc ça a dû jouer. Mais donc j'écrivais ce point de vue et tout sonnait un peu faux. Je voulais parler de reproduction, mais il me manquait le point de départ, en fait, la mère. Et c'est en ayant ces deux points de vue très, très différents, que j'ai pu parler de sujets assez complexes au jeu et je pense trouver une sorte d'équilibre, de nuances. Et donc ces points de vue, c'était une sorte de moyen, pour arriver à traiter les sujets, que je voulais traiter. Et puis en fait, ça a fait que, sans vraiment en avoir l'intention, j'ai écrit un roman sur une relation mère-fille. Donc, au début, je voulais pas traiter de ce sujet, pas parce que je le trouvais pas intéressant et important, mais parce que je me sentais pas particulièrement légitime. Moi, j'ai qu'un petit chien, j'ai pas d'enfant. Par contre, je suis une fille. Mais donc et puis j'avais aussi toutes ces choses dont je voulais parler.
Mais finalement, c'est ce que j'ai fait et j'en suis très heureuse parce que je trouve que leur amour, à ces 2 femmes, qui est immense et qui est à la fois tendre et féroce, c'est finalement ce qu'il y a de plus beau dans le livre au milieu de tout le reste et hem et puis plus spécifiquement, le fait d'alterner avec 2 langues très différentes, ça m'a permis de traiter un sujet qui résonne pas mal avec mon expérience personnelle, qui est, comment on s'aime quand on ne parle pas la même langue? Comment on est une mère, bonne ou pas, quand on ne comprend absolument pas l'enfant qu'on a pondu et que cet enfant, en plus, s'acharne à nous fuir? Une enfant, fragile, malade dans sa tête, alors qu'on a l'impression de lui avoir tout donné. Et puis comment on est une fille, mauvaise ou pas, quand on a honte de sa mère. Comment on grandit avec une femme qui est comme une tornade, qui prend toute la lumière et comment on arrive à exister là-dedans. Voilà. Et ton texte oscille, vraiment entre le rire, enfin je pense qu'on l'aura compris et des émotions, hyper bouleversantes. Comment, est-ce que tu as trouvé ce ton, si particulier entre les 2? Je pense que je voulais vraiment pas tirer des larmes, aux lecteurs et aux lectrices avec ce livre. Parce que, c'est en fait, c'est une histoire assez commune, hem et et en fait, accentuer, le côté dramatique, c'est risquer aussi de caricaturer cette histoire et ça, c'est très dangereux. Donc je voulais pas du tout en rajouter sur les émotions, et les choses qui font pleurer. Par contre, ce que je voulais faire, c'était vous faire sourire, en fait, quand, Véro se moque de son gendre, et ça arrive souvent. Je voulais vous emmener avec moi sur une plage en été, ces plages où les serviettes sont tellement collées, qu'on en arrive à sentir, la sueur et la crème solaire mélangée sur les corps. Je voulais vous emmener voir les vieux qui cuisent au catalan, et puis entendre, toutes les expressions marseillaises avec lesquelles j'ai grandi, et aussi toute la musicalité, de cette langue, faire un peu chanter l'accent sur les pages. Je voulais y mettre beaucoup de joie, en fait et hem et donc je pense que c'est pour ça qu'on rit un peu. Et puis je voulais aussi reproduire un peu de la folie douce dans laquelle j'ai grandi. Et surtout, ça c'est très important pour moi, le mélange des cultures, qui me constitue aujourd'hui, qui est et que je commence à peine à considérer comme riche, qui est une sorte de grand écart entre Bourdieu et Johnny, les séries et la sociologie, le soleil et le gris, Marseille et Paris. Voilà. Merci beaucoup Mathilda. Eh ben, nous, bonne nouvelle, nous avons retrouvé Léonore avec du son, Léonore de Recondo. Donc, on va vous reprojeter la vidéo de présentation pour se mettre dans l'ambiance de son roman Marcher dans tes pas. Léonore de Recondo a grandi dans une famille d'artistes avec une mère peintre et un père sculpteur. Elle passe 10 ans avec ses parents dans un village de Toscane au milieu des carrières de marbre. Élevée dans un atelier, c'est pourtant vers la musique qu'elle se tourne. Dès l'âge de 5 ans, elle tient un violon entre ses mains. C'est le début d'une vie nouvelle, d'une vie infinie avec ce violon. Violoniste baroque, la musique qui s'affranchit des règles et des codes, elle se forme à New York, joue Bach, Handel, Vivaldi et fonde son propre ensemble. De la musique avant toute chose. Très vite, un autre feu l'anime, l'écriture. Elle publie son premier roman en 2010, La grâce du cyprès blanc, suivi de Rêves oubliés, Pietra viva et Amour. Des prix encore pour La leçon de ténèbres, Point cardinal et Le grand feu. Au milieu, Revenir à toi et Manifesto sur la mort de son père. De l'amour partout. Les musiciens le savent, l'art passe par le corps. Léonore de Recondo écrit ses livres à la main droite, celle de l'archer, la main expressive. Quand on l'interroge sur la place de l'écriture et de la musique, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est juste compliqué à organiser dans une journée. Son obsession, l'identité, qu'on construit ou qu'on transmet. Elle pose cette question vertigineuse. Combien de temps faut-il pour être soi-même ? Cette quête se poursuit dans son nouveau roman, Marcher dans tes pas. L'histoire débute le 18 août 1936, quand face à la menace franquiste, Enriqueta, la grand-mère de Léonore, doit fuir brusquement l'Espagne avec ses enfants. Écrire sur la guerre,
C'est une victoire du désir sur la mort et l'oubli, le désir de vivre, de créer, d'aimer, et de redonner aux femmes la place qui leur revient. Comment rendre grâce à cette histoire familiale? Par la poésie. Pour Léonore de Récondo, elle est le cœur battant de la littérature. Son œuvre est une illustration éclatante de la manière dont les différentes formes d'art peuvent s'entrelacer. L'exil familial lui a fait prendre en horreur les frontières. Elle ne cesse de les franchir pour détruire la crainte d'être enfermée du mauvais côté. Léonore de Récondo, c'est cela, une funambule entre les vivants et les fantômes, le corps et l'esprit, la tempérance et l'ardeur. Marcher sur un fil pour trouver la note juste et faire éclore, toujours, un peu de beauté dans le tumulte. Alors, suspense, est-ce qu'on Alors, t'entend? est-ce que vous m'entendez? Oui! Enfin, moi, en tout cas, je t'entends assez bas, mais donc n'hésite Alors, pas à parler fort. ok. Mais D'accord. Est-ce que là c'est mieux ou pas? Je sais pas si je me oui, rapproche. oui, on entend. Ok, ok, Ah, super. les libraires aussi, visiblement. Bon. Super. Alors, dis-nous, comment est né ce roman, Marcher dans tes pas? Alors, ce roman, il naît, comme on vient de l'entendre, donc ça se passe, enfin, la scène principale, c'est ce 18 août 1936, quand mes grands-parents et mon père tout petit partent d'Espagne, d'Irun au Pays Basque pour fuir le franquisme. Et en fait, en passant ce pont d'Irun à Hendaye, ils vont être déchus de leur nationalité. Ils sont républicains et ils fuient cette guerre civile. Et donc, on est en 1936 et mon père va rester apatride jusque dans les années 70. Donc, c'est peu avant la mort de Franco qu'il se naturalise français. Et en 2022, donc il y a seulement 2 ans, une loi qui s'appelle la loi pour la mémoire démocratique est promulguée en Espagne et elle permet aux petits-enfants et aux enfants de réfugiés politiques espagnols ayant été déchus de leur nationalité de la récupérer. Donc là, vous suivez mon regard. Je me jette sur cette possibilité en me disant c'est une réconciliation, c'est formidable, ça a un sens en fait pour moi de tenter cette démarche. Et quand je démarre cette démarche, très rapidement, on me demande tout un tas de papiers, et très rapidement, on me demande un justificatif de l'exil. Et donc là, c'est une sorte de sidération absolue. C'est vraiment la porte m'est claquée au visage à mon tour, je dirais. Et évidemment, j'ai aucun justificatif. Quand ils passent le pont, ils laissent tout, ils ont tout perdu. Ils n'ont certainement pas un papier tamponné de l'administration. Donc, bon, je reste 6 mois comme ça dans un état de sidération totale. Et après, je me dis que non, que je vais dire ma vérité. Je vais écrire ce livre pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que ce pays perdu pendant des années, ces gens qui sont tous morts en fait de ma famille, la maison a été bombardée, j'ai pas de souvenirs visuels, donc évidemment je peux pas prendre une photo disant ben voilà c'était là, j'ai même pas de souvenirs d'enfance là-bas puisque j'y suis pas allée et qu'il y avait plus de souvenirs. Donc finalement, je me lance quand même. À un certain moment, je me dis, bon, c'est pas grave, je me lance dans les démarches, malgré tout, en envoyant ces quelques photos que j'ai, et je démarre le livre. Le livre, c'est vraiment cette sorte d'effraction dans ma vie où je me dis, cette vérité, je vais la dire par la fiction, par ce que j'en sais, par cette mythologie familiale qu'on m'a transmise. Et je démarre avec une forme de nécessité complètement dingue. Je vais dire ce qui est vrai et ce qui est écrit est vrai. Merci. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les protagonistes de ce roman? Alors, il y a beaucoup de fantômes. Je ne sais pas, ils n'ont pas tous un prénom, mais bon. Le fantôme principal, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui s'appelle Enriqueta, qui est la mère de mon père. Et donc, ma grand-mère part ce 18 août d'Irun à Hendaye. Elle part avec ses 3 fils, ses frères et ses parents à elle. Donc, ils sont une petite dizaine à traverser le pont. Et donc, c'est à elle que je m'adresse parce que ce geste fondateur qui est celui de l'exil et de la brisure, c'est ce passage du pont, ce passage de la frontière qui se ferme derrière eux. Donc, il y a cette grand-mère à qui je m'adresse avec un tu et qui est la porteuse de cette vérité familiale, puisque c'est son corps
qui emprunte ce pont, voilà. Donc il y a elle, il y a mon père, mais qui est enfant, qui circule par là. Il y a moi, fantôme, avec elle, parce que finalement, on est tous des fantômes de quelqu'un. Moi, je suis le fantôme de ma grand-mère et de tous les morts, comme ils sont déjà mon fantôme, je pense. Enfin bon. Donc il y a la famille, et il y a aussi la trame, une autre trame, qui est celle du jeu, donc une trame poétique, qui circule dans le roman. Donc il y a le tue à ma grand-mère, le jeu qui est celui de Léonore et d'autres fantômes, et puis comment dire, l'enquête que je fais. Enfin, on attend de savoir si je vais avoir cette nationalité ou pas. Donc il y a toutes les démarches que je fais au consulat, comment ça se passe. Il me manque toujours des papiers, évidemment. J'ai tout un tas d'actes manqués. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'ai écrit un livre au rythme de ce qui se passe dans ma vie. Ça m'est jamais arrivé. J'ai écrit j'ai déjà écrit un texte qui s'appelle Manifesto sur mon père, mais j'ai écrit 3 ans après sa mort, parce qu'il m'a fallu ce temps de deuil pour pouvoir écrire le livre. Au tout début, j'ai écrit un livre sur l'exil de mes grands-parents, mais qui était complètement romancé, avec une forme de distance qui n'est pas celle que j'ai aujourd'hui, puisque là, j'attaque frontalement ça. Et donc là, au cours de cette fiction, de ce roman, parce que je l'appelle roman quand même, puisque c'est la vérité siège dans la fiction, il y a aussi la trame quotidienne presque de mes aléas avec le consulat. Mais bonne nouvelle, j'ai eu cette nationalité espagnole. Et on en est ravis. Et d'ailleurs, oui, tu mêles plusieurs formes d'écriture dans ce texte. Oui. La- Oui, ça m'a semblé évident. Enfin, en fait, je ne sais pas comment dire. C'est les choses, comme on dit précédemment, Mathilda et Gaëlle, souvent les livres s'imposent. Il y a quelque chose du livre qui s'impose à nous. Donc moi, il y a eu cette nécessité absolue, comme je dirais, de dire juste la vérité de ce qu'était l'histoire de cette famille, qui est aussi mon histoire, ma mythologie, ce sur quoi je me suis construit, mais aussi ce que je transmets à mon fils. Et cette vérité, elle est protéiforme dans ce qu'on m'en a raconté, dans la manière parcellaire dont elle me parvient, dans ce que j'en fais, avec ce que j'en fais aussi, mais aussi dans la forme d'écriture qu'elle prend. Donc m'est venu très rapidement ce tu, comme je disais à ma grand-mère, où je l'interpelle en disant mais tu fais ceci, tu fais cela aussi, parce que c'est une manière de le vérifier et de dire bon ben voilà, tu le fais, donc c'est vrai. Et ma grand-mère, elle naît en 1899. Donc quand elle traverse le pont, elle a 37 ans. Et moi, je nais en 1976. Donc en fait, on a 77 ans d'écart. Elle va mourir quand j'ai une dizaine d'années. Et en fait, je lui ai jamais vraiment, je l'ai croisée quelques fois, mais je lui ai jamais vraiment parlé. Évidemment, je n'avais pas l'âge pour lui poser des questions intéressantes. Donc il y a eu cette distance. C'était une sorte de grand-mère un peu mystérieuse comme ça. Et puis elle parlait basque avec mon père, ce qui était complètement ahurissant pour moi, puisque il ne me l'a pas parlé, ni le basque, ni l'espagnol. Donc il y avait cette langue comme ça très 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 mystérieuse qui les unissait et qui me laissait en dehors de ce royaume. Donc cette grand-mère, moi je l'ai apprivoisée, je l'ai embrassée en la tutoyant, en lui disant viens, montre-moi en fait, montre-moi où tu as été, montre-moi où tu as marché, allons-y ensemble. Donc c'est vraiment, nous nous accompagnons l'une l'autre, et grâce au pouvoir de l'écriture et de la fiction, évidemment, il n'y a plus de temporalité. Elle est dans ma temporalité, je suis avec elle les bombardements d'Irun et de tout ce Pays basque. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, évidemment, dans le voyage romanesque et de l'écriture, qui est cette possibilité-là. Donc je la prends. Je m'en suis vraiment emparée. Et puis il y a la poésie qui est venue. Donc le roman est jalonné de poésie, enfin disons le texte, cette chose et jalonné de poésie qui sont venues au fil de l'eau. C'est-à-dire vraiment le texte que vous lirez, j'espère, a été construit comme ça. Enfin, et ça m'est venu comme ça. Le je, c'était le cœur de ce que je voulais dire.
de ce jeu qui était celui ancien, celui présent et celui futur, des exilés, des immigrés, de qu'est-ce que ça représente de perdre son pays aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une identité, enfin des choses comme ça très très profondes. Et ce jeu se glissait d'un personnage à l'autre, mais il est aussi évidemment ma parole. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, cette démarche, les démarches administratives sont toujours absurdes, hein, et les écritures nécessaires à cette démarche-là, c'est une autre forme d'écriture qui est celle de l'administration, qui est celle de est-ce que vous allez être espagnol ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire, les actes de naissance, les actes de décès, les papiers, ceci, bon, voilà. Donc ça, on connaît tous aussi l'aventure ubuesque de l'administration et de la vivre dans une autre langue. Ça, alors j'ai appris l'espagnol, mais je ne suis pas bilingue. Enfin, je veux dire, comme je disais, mon père ne me l'a pas parlé. Donc, c'était aussi une aventure linguistique pour moi de faire ces démarches-là en espagnol et de dire, bon, ben voilà, j'y suis. Ce territoire de cette langue-là m'appartient aussi. Mais merci beaucoup. Et avant de clôturer, on va en écouter un morceau de cette poésie dont tu nous parlais. Très bien. Alors, un court extrait d'une poésie où c'est mon grand-père donc, qui les rejoint finalement. Je te vois les pieds nus arrimés dans le sable, l'ourlet de la robe brûlée par ce sable, ton regard droit devant, ton esprit dans les flammes de l'artillerie. Je suis un homme parmi les autres, sur cette plage à la foule agglutinée. Parmi les autres, je suis l'homme qui te voit. En m'approchant parmi eux, plus près de toi, sans pouvoir t'atteindre, ton esprit dans les flammes de l'artillerie, la haine, mon amour, la haine, sur ta nuque, comme un pont. Sur ta nuque, une légère mèche. Je te vois, mon amour, tu ne me vois pas, ta mèche folle au vent. Tes cheveux qui pousseront longtemps après notre mort, mon amour, et nos corps enterrés d'un côté de l'autre se retrouveront tressés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et la soirée, la présentation touche à sa fin. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette visio. Merci aux autrices aussi d'y avoir participé. Quelques mots avant de se quitter. Comme je le disais, la présentation se termine, mais ce n'est que le début de cette nouvelle saison de rentrée littéraire qu'on est vraiment très très heureuse de vivre avec vous. Cette année, l'Iconoclaste garde toujours la même ligne directrice, à savoir d'être vraiment aux côtés des libraires, bien sûr, toujours, et aussi de continuer à faire des livres en lesquels on croit fort, qui donnent envie de lire, qui donnent envie de s'asseoir à la terrasse d'un café et de lire et ne pas s'arrêter. Et donc, c'est avec tout ça en tête qu'on a imaginé cette année les 25 raisons d'ouvrir un livre en 2025. Donc, c'est un message que vous allez retrouver décliné un petit peu partout. Déjà, pour commencer, au dos du catalogue de la rentrée littéraire de cette année qu'on vous a préparé, que vous avez peut-être déjà entre les mains. Donc voilà, les 25 raisons d'ouvrir un livre en 2025, elles sont là au dos du catalogue, mais on en a aussi fait des affiches pour l'afficher dans vos librairies et décorer vos vitrines. Et voilà, ce sera aussi décliné sur des petits marque-pages, voilà, que vous pourrez obtenir, bien sûr. Donc voilà, ce message sur la lecture, c'est un message qui est assez simple, mais qui nous paraît vital, puisque je pense particulièrement au baromètre de la lecture que vous avez sûrement vu passer et qui nous annonce des chiffres assez alarmants sur la baisse de la lecture. Mais en fait, voilà, plutôt que d'être défaitiste, ça nous rappelle aussi à nous, éditeurs, notre rôle et la part qu'on doit faire pour continuer à faire des livres qui donnent envie de lire au plus grand nombre.
Et donc pour cela, comme je le disais, c'est être à vos côtés, aux côtés des libraires. Et pour faire tout ça, on va essayer aussi à notre petite échelle, mais essayer de vous faciliter certaines tâches du quotidien. Et donc c'est pour ça qu'on continue des choses qu'on a initiées l'année dernière, comme par exemple le pack digital. Ce qu'on appelle le pack digital, c'est cette plateforme dont on va vous transmettre le lien. Et c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver les photos des autrices, les couvertures en bonne qualité, mais aussi des extraits, des citations qui sont disponibles pour vous pour les utiliser soit sur les réseaux sociaux, soit dans vos newsletters, puisqu'on sait que voilà, ça devient des outils du quotidien dans la vie d'un libraire, mais qui peuvent vous prendre pas mal de temps à réaliser et qui, du coup, vous prend du temps sur autre chose. Donc, on vous propose ces visuels qui seront alimentés d'ici cet été pour être prêt pour la rentrée littéraire. Et puis, on continue aussi à alimenter le groupe WhatsApp Icononews des libraires. C'est un groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre et sur lequel on vous donne des informations toutes les semaines, toutes les informations commerciales en fait à ne pas manquer, comme par exemple les SP disponibles, mais aussi les réimpressions, les dates d'arrivée de réimpression en cas de rupture. Voilà, ou par exemple les gros passages de nos auteurs et autrices dans les médias qui peuvent nécessiter des réassorts qu'il faut faire rapidement. Et donc comme ça nous permet de vous donner les informations en avant-première et très très rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Et puis, toutes ces choses-là aussi, pour nous, c'est important de les faire en réfléchissant à demain et en réfléchissant aussi au monde qui change. Donc, c'est pour ça que on va entamer un gros chantier de réflexion et d'expérimentation avec le Bureau des acclimatations au sujet de l'écologie du livre. Donc l'idée, en gros, c'est de suivre pendant 1 an 2 romans qui sortiront l'année prochaine et d'étudier toutes les étapes de leur préparation pour essayer d'établir des critères et pouvoir avoir des données sur le bilan carbone de chaque étape de la chaîne du livre, de la fabrication à la commercialisation, en passant par la diffusion, etc. Et vraiment essayer de penser les choses de manière plus respectueuse de l'environnement à l'avenir. Donc voilà, c'est vraiment le tout début, donc on pourra vous en dire plus un petit peu plus tard, mais c'est un gros chantier qui nous enthousiasme beaucoup dans l'équipe. Voilà, encore une fois, on tient vraiment à vous remercier pour tous vos messages positifs. N'hésitez pas, comme vous le savez, à nous envoyer des messages aussi pour demander les SP de ces 3 romans de notre rentrée littéraire 2025. Et on a hâte, très très hâte d'avoir vos retours sur ces lectures. Voilà, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne soirée.